est 18h à Kinshasa, une heure de plus à Nitori, aimable téléspectateurs. Bienvenue dans ce grand magazine de la rédaction Kinshasa Direct. Ce soir, nous allons parler justement de la RDC, plus dans cette partie du territoire. L'Ituri qui est malheureusement victime de beaucoup de massacres et tueries dans cet espace. Et bien malgré la 13e prorogation ce mardi de l'état de siège, la situation ne s'améliore pas. Encore des morts et on va parler justement de la situation actuelle dans cet espace avec l'ONG MEMIG de Mireille Tonen Iracham, avec elle qui est sûrement la voix des sans-voix avec les femmes et les jeunes filles, parler de comment ces moments sont passés dans cet espace en Ituri. Et pour parler justement développement de la République démocratique du Congo, il faudrait compter sur l'homme. L'homme, mais avec quelle mentalité? Aujourd'hui, on va en débattre sur ce plateau avec deux invités simultanément. Richard Lissoumou, président du PCS, mais aussi Augustin Bokolo, missionnaire en Belgique. Bienvenue à tous une fois de plus. L'actualité, la grande édition, ce sera avec Amina Bayombo. Mais tout de suite, Jenny Kayembe pour les grands titres. Bonsoir. Bonsoir, Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mardi à Limete le nouveau bâtiment administratif de la Caisse nationale des solidarités sociales des agents publics. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 3 étages abritant 59 bureaux. Début des actions ciblées et concertées de l'armée ougandaise avec des frappes aériennes et des tirs artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en République démocratique du Congo. Le gouvernement a affirmé hier qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur les sols congolais. Dans l'actualité également, le chef des services de l'inspection générale des finances jette un discrédit sur l'enquête de médias internationaux au sujet de la gestion financière de la République démocratique du Congo durant la période 2013 à 2018. Pour Jules Alinguete, il ne s'agit certes pas de faits nouveaux. Annoncé du 4 au 22 février de l'année prochaine, l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin est menacée par le variant Omicron. Selon la diplomatie chinoise, les Jeux auront lieu avec des difficultés. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, ces titres et tant d'autres vous seront développés dans la grande édition du journal dans moins d'une heure. Nous allons déjà prendre notre tout premier dossier en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est du pays. Elle nous a rejoint sur ce plateau, Mireille Tonen Iracham. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Eh bien, présidente de l'ONG MEMIG. MEMIG qui veut dire? Femme protectrice, c'est Analour, c'est à ma langue. Ok. Mego Migwok. Mego Migwak. Qui veut dire femme protectrice. Femme protectrice, femme qui veille sur tout. Ouais. Et vos actions sont plus ciblées dans quels aspects? Les femmes, les hommes, les jeunes filles? Beaucoup plus sur les genres, la femme, la jeune fille et les enfants démunis, désœuvrés. Voilà, nous sommes plus dans ça. Alors, comment vivez-vous ces moments-ci? Nous sommes en train de parler de l'état du siège, les tueries se multiplient dans cette partie. À Maïg, hier encore, on parlait des tueries. Alors, comment sont vécues, comment votre ONG, qui est censée travailler dans ce secteur-là, vit ce moment? Madame, le moment est très pénible. Le moment est très douloureux. Le moment est très dur. Pourquoi? Parce que notre population cible, nos femmes que nous encadrons, nos mamans, nos jeunes, se trouvent à des bandades un peu répétées.
C'est à tout moment qu'on est en train de... il y a massacre et c'est à tout moment qu'il y a déplacement, il y a fuite, il y a perte. Et c'est compliqué ces moments. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ouais, le moment est très fort. Je dirais aujourd'hui, si justement on devrait parler de ce qui se passe en Ituri par exemple, ou en Nord-Kivu, on doit parler des deux au même moment parce que c'est des situations assez similaires. Ouais. Et aujourd'hui, on se dit, certes, nous voyons les faits de loin. Nous sommes à Kinshasa par exemple, ou encore nous sommes à l'Équateur, ou encore nous sommes dans le Bandundu, dans le Kasaï. On se dit, c'est un peu plus loin de nous. Et le Congo est grand, il faudrait le reconnaître. Et on n'arrive pas à bien assimiler cela. Alors, je me dis certainement, vous qui êtes sur place, vous qui évoluez sur place, quand on parle, par exemple, il y a eu 20 personnes. Comment passez-vous ce moment? Parce que je me dis, à tout moment, ça peut tomber partout. Et peut-être ça peut être un de vos proches. C'est pénible pour nous d'abord. Parce que on ne se sent pas vraiment accompagné par toute la République. Ce sont nos enfants qui meurent, ce sont nos mamans qui meurent, ce sont nos frères qui meurent, nos cousins, nos cousines qui meurent dans des conditions un peu compliquées, atroces. Comme hier par exemple, ce qui s'est passé à Mahagi. En tout cas, ça nous a fait manquer le sommeil, ça nous a fait manquer la paix. On a tué déjà, on tue et puis on égorge. On enlève la tête du corps. On décapite. Ouais, après avoir tué. Et puis on voit qu'on est ventre des gens, des enfants. Comment on peut vivre comme ça? Et on se sent seul. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas accompagné. On atterre nos morts seuls. On pleure seul. On attend quelque chose, même une compassion du gouvernement central. Je m'excuse, mais c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. On a vu avec ce qui s'est passé à Drodro, avec le massacre qui s'est passé dans les sites des déplacés. On a enterré des gens dans des fosses communes, et sans protection, sans assistance, des frères qui enterrent le leur avec beaucoup de peine. Et on s'est dit, où est le gouvernement pour nous accompagner dans ça? Hier, on a ramassé des morts chez nous là-bas, à Amé. Ce qui s'est passé, c'était hier jusqu'à maintenant. Il y a même des collines où nos frères n'ont pas encore eu le temps d'y aller, parce que Codeco est à quelques mètres de là. Alors, ils se disent, est-ce qu'il faut y aller pour ramasser les morts, pour être encore surpris là-bas, ou il faut attendre quelqu'un qui puisse accompagner? Et c'est quelqu'un-là, on ne le voit pas. Et ça fait mal. Ça fait mal, on ne sait pas, on ne sait pas sentir l'accompagnement de toute la République vers nous, surtout à Ituri, franchement. Moi, je suis de l'Ituri. Je ne sens pas cet accompagnement-là. C'est chaque jour qu'il y a des fausses, qu'il y a des tueries, qu'il y a quoi, que le gouvernement fasse quelque chose. Quand on dit aujourd'hui, il y a l'état de siège. Ouais. Il y a l'état de siège. Aujourd'hui même, on a inventé la 13e prorogation. Ça veut dire que les militaires vont encore rester sur place pour protéger la population. Mais quand vous dites que vous ne sentez pas l'impact du gouvernement sur place, ça veut dire... Parce qu'on sait que les militaires sont sur place. Oui, ils sont là, mais avec quel effectif, par exemple? Avec quels moyens aussi? Parce que moi, je salue toujours la bravoure de nos FRDC et la volonté des chefs de l'État à faire, parce que lui-même, il veut réellement qu'il y ait de la paix. Mais comment pratiquement? Parce que malgré l'état de siège, on est en train de mourir chaque jour. Ce sont nos morts qu'on compte chaque jour. Hier, c'était des cousins que j'ai comptés avec des noms, pas des nombres qu'on ne connaît pas effectivement c'est qui est décédé. Hier, on peut vous dire que tel est décédé, tel a eu des balles, tel est à l'hôpital. Parce qu'on a aussi nos frères qui sont dans des hôpitaux, sans assistance jusque-là. Et
L'état de siège, on ne peut pas revenir sur la décision du chef de l'État. Mais si seulement on pouvait, son Excellence et Monsieur le Président pouvait renforcer encore cet état de siège, peut-être à renforcer avec l'effectif des militaires, parce qu'on a déjà dit ça. Tout ça, on a demandé. Aujourd'hui, par exemple, il y a les caucus de députés de l'Ituri et du Nord Kivu qui avaient pris l'option de ne plus siéger quand il s'agira de voter les prorogations, parce qu'ils estiment que ces prorogations n'apportent rien, rien de concret pour maintenir, pour instaurer la paix. Parce que pour le moment, il faut dire que la paix a un problème dans cette partie du pays. Pour instaurer la paix. Aujourd'hui, je me pose quand même la question, comment... C'est en même temps difficile et compliqué à expliquer. Parce que nous, quand on parle, par exemple, dans les médias, on se dit, il y a eu 10 morts. On se limite à ça. Il y a eu 10 morts. Actuellement, on ne compte même plus les femmes et les enfants. Ça veut dire, quand on parle de ces morts, en principe, il y a et des femmes et de petits-enfants qui sont égorgés et éventrés. On se dit deux fois que c'est devenu tellement monotone qu'on s'y habitue. Alors comment vous qui êtes ressortissants, qui êtes sur place, qui vivez au quotidien ces situations, vivez également ce moment? C'est trop pénible, madame, je vous ai déjà dit. Parce que, comme vous avez dit, nos députés ont demandé et ont décidé, les deux caucus, de ne pas siéger. Ils ont fait parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ils sont combien dans l'Assemblée? Si c'est toute cette république-là qui pouvait les accompagner. Parce que nous qui sommes de là, on ne ressent pas un changement quelconque. Il n'y en a pas. Sur le plan sécuritaire, c'est chaque jour qu'on est en train d'enregistrer ces morts atroces. Et on n'arrive plus à vivre paisiblement. Et on se demande à qui crier maintenant. Parce qu'on a beau crier, les députés crient par-ci, par-là, tout le monde réclame. Maintenant, qui peut venir sauver? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des efforts pour l'état de siège. Mais il faut peut-être renforcer, parce que l'effectif, comme hier, ce qui s'est passé, c'est chez moi. Ça, je peux l'expliquer, parce que c'est chez moi. Expliquez. Il y a eu incursion vers 5 heures du matin. Et c'était plus de 200 personnes qui sont venues armées, en armes blanches ou à feu. Ils étaient tous armés. Il n'y avait que quelques dizaines de militaires. Ils avaient aussi ils avaient lutté à leur niveau, mais ils étaient arrivés au bout. Vous sentez qu'ils étaient en cours de leurs munitions. D'ailleurs, un policier était tué hier, paix à son âme. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il était au bout. Vous voyez. Pourtant, s'il y avait réellement des militaires sur place, parce qu'on sait que c'est une zone rouge, présentement sur la carte de la RDC. Pourquoi pas déployer beaucoup plus de militaires là-bas pour réellement sécuriser avec des munitions, d'armes et de guerre pour faire face à cet ennemi-là. Parce que cet ennemi, on ne sait pas leur objectif, c'est quoi? Ils s'attaquent à la population innocente. Un bébé que vous trouvez décapité, tué, amputé, consort, tout ça, c'est compliqué. Alors, on ne sait pas leur souci, c'est quoi? Parce qu'ils s'attaquent à nous, la population, au lieu de s'attaquer aux militaires. Et ils revendiquent quoi? On ne sait pas. Nous venons seulement ici pour essayer un peu de réveiller encore le gouvernement, d'interpeller encore plus. Mais il y a également certaines sources qui évoquent une guerre communautaire entre les Emma et les Lendu, par exemple. Mais c'est faux, c'est faux. Ça, c'est un échappatoire. Il n'y a pas de guerre tribale. S'il y avait une guerre tribale, il y aurait réplique. Ouais. Il y aurait réplique. Si vous voyez en Djougou, il n'y a que des victimes et des victimes. Pourquoi ces victimes-là? Est-ce que ces victimes-là n'ont pas de famille pour répliquer? En Djougou, ce qui se passe en Djougou, ce qui se passe à Nirumu, ce qui se passe à Mahagi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens réellement qui peuvent aussi se tenir, dire que je prends aussi l'arme pour aller défendre
mon peuple pour aller... Parce que ça choque, hein? Nous qui sommes là, nous voyons et c'est vraiment choquant. Vous savez, c'est une sorte de rage. Vous pouvez prendre aussi l'arme et dire que moi aussi je vais poursuivre cet ennemi qui est à telle place, qui est telle place. Comme là déjà on sait qu'à 1 kilomètre de Amé, où il s'est passé le massacre hier, ils sont encore là. Si c'était une guerre tribale, les autres, ils allaient réagir directement. Alors ça c'est un échappatoire, dit que c'est la guerre tribale, qui contre qui. Alors, sur place ici, vous avez fait des plaidoyers par exemple, parce que ce n'est pas seulement un problème qui concerne Ituri ou encore Beni ou le Nord Kivu par exemple. C'est au-delà, ça touche tellement que c'est un problème national qu'il ne faudrait plus laisser comme un problème communautaire, disons, d'une partie de la République démocratique du Congo, où on doit seulement voir les députés ressortissants des Ituri ou encore du Nord Kivu en parler, ou encore vous, ressortissants du Nord Kivu. Quels sont les mécanismes que vous pouvez utiliser ou que vous avez déjà utilisés pour atteindre justement le plus grand nombre de Congolais, voir aujourd'hui, par exemple, toute la République démocratique du Congo se mobiliser et parler justement de cette question? Madame, merci beaucoup. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons accepté de venir devant la télé, que j'estime que c'est le média qui peut atteindre un bon nombre de Congolais, surtout nos députés qui nous représentent à l'hémicycle ou au Parlement. Ce sont eux qui votent ou qui prorogent ou qui font je ne sais quoi. Si seulement ils peuvent prendre d'abord cette question comme une priorité pour le moment. Que tous parlent d'abord un seul langage, qu'ils oublient un peu leur appartenance politique, qu'ils oublient leur appartenance, je ne sais, de gauche ou droite, FCC ou Union Sacrée, qu'ils nous aident, nous, populations, qui avions besoin de la sécurité, du calme, de la paix retrouvée. Parce que c'est chaque jour qu'on perd nos biens, c'est chaque jour qu'on nous délocalise, qu'on nous déloge plutôt. Et pour rentrer, vous rentrez sans assistance sociale, sans assistance quelconque, et c'est comme si vous recommencez la vie à zéro, et c'est compliqué. Voilà. Mais je dirais une des problèmes également, c'est que, on le dit, la population sur place ne veut pas être délocalisée. Quand on vous dit par exemple que vous êtes très loin dans ces villages, vous êtes isolés, venez avancer un tout petit peu pour être mieux protégés, c'est que les populations ne veulent pas se déplacer. Après un temps, ils retournent dans leur village. Malgré qu'il y a des massacres, on les voit, ils retournent encore sur place et continuent leur vie comme si de rien n'était, alors qu'il y va également de leur sécurité. Madame, on est mieux chez soi qu'ailleurs. Je suis à Kinshasa maintenant, mais je ne cesse d'aller là-bas chez moi. J'ai des frères là-bas, j'ai mes tantes là-bas, mes oncles là-bas. Et moi, j'ai grandi là-bas. Et je connais la maison de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et je sais que c'est par ici qu'il y a eu telle histoire, telle histoire, telle histoire, telle histoire. Maintenant, pour aller où? Et pour commencer, quelle histoire? Alors, délocaliser là, je ne sais pas si réellement ces massacres, ça c'est un agenda caché, mais je trouve que c'est vraiment un peu aller plus loin. On ne peut pas délocaliser quelqu'un de chez soi. C'est vraiment impossible. Je ne saurais pas. Nous sommes à Kinshasa. Je pourrais me dire que je suis mieux ici. Il y a la sécurité ici. Nous sommes en ville. Chez moi, il n'y a pas d'eau potable, par exemple. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien. Alors, rester là-bas, je n'ai pas besoin de retourner. Je reste ici en ville et faire ma vie ici en ville. Mais c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dernièrement, paix à son âme, j'avais perdu ma mère. Vous sentez automatiquement que vous devrez ramener son corps là-bas. Vous voyez? Alors, on ne peut pas laisser chez soi pour aller s'installer ici. On ne dit pas qu'ici on est mieux ou mauvais, mais on sent toujours être mieux chez soi. Quand on rentre, on trouve les tantes, les cousins, les oncles, les neveux. Ça fait du bien. Pour vous, donc, la solution, ce serait
la paix. Que la paix revienne et que l'on arrive à vous protéger, c'est-à-dire traquer les rebelles jusqu'à leur dernière Exactement, dernier les poursuivre retranchement. parce qu'ils sont bien identifiés. On sait là où ils se cachent, on sait quelle colline ils occupent. Ils doivent vraiment les poursuivre jusqu'à la fin et puis nous aider à retrouver notre paix parce que nous, normalement, nous sommes des peuples, les éleveurs, cultivateurs. C'est ça notre activité principale. Alors, quand on parle, par exemple, des Codeco, Ouais. vous qui parlez des Codeco, c'est des enfants, c'est des adultes ou encore des enfants de l'Ituri ou c'est des étrangers? Bon, définir Codeco ici, je ne saurais vraiment pas. Parce que je ne les ai jamais rencontrés. Mais ce que je sais est qu'il y a des enfants de l'Ituri, des enfants égarés. Pas une tribu, il y en a. Ils sont mélangés aussi là-bas, bien qu'ils sont casés quelque part sur une colline qui est bien identifiée. On sait que dans cette colline-là, dans cette partie-là, c'est telle tribu. C'est cette tribu-là peut-être qui les héberge, qui les cache, qui, je ne sais pas, ils ont quel contrat avec eux, mais ce n'est pas seulement cette tribu-là qui est indexée, qui est identifiée au Codeco. Voilà. Il y a presque beaucoup de tribus à ce que je sache et on entend parler qu'il y a aussi des étrangers dedans, mais je n'ai jamais vécu ça et je ne sais pas. Alors, quel message aujourd'hui adressé au chef de l'État? Dernière question. En tout cas, c'est un papa. C'est lui le père de la nation. C'est lui le président de la République. C'est lui qui a les derniers secours. Si je suis là, je suis venue en tant que femme de l'Ituri, en tant qu'une bouche autorisée des femmes, pour venir plaider, parler, qu'il fasse quelque chose. L'état de siège à lui seul ne suffit pas jusque-là, parce que c'est chaque jour qu'on enregistre des morts, c'est chaque jour qu'on enregistre des massacres atroces, des histoires impossibles à voir. Les images sont vraiment pénibles. Et si seulement, étant père, ou si quelqu'un pourrait lui amener ces messages, de vérifier d'abord ces images, parce que c'est sûr, c'est dans des réseaux sociaux, ce sont des images vraies, ce ne sont pas des images triquées. Qu'il essaie un peu de visualiser, de voir et sentir aussi cette peine. Et de se dire que je suis aussi président de l'Ituri. Que puis-je faire pour ce peuple? S'il s'agit de mobiliser les fonds, les moyens nécessaires avec des militaires, les mettre dans de très bonnes conditions pour traquer. Moi, j'ai appris qu'au Nord Kivu, il faut traquer l'ADF et qu'on sort avec l'Ouganda et qu'on sort. Mais en Ituri aussi, c'est la même chose parce que ce sont nos morts qu'on enregistre chaque jour et ça fait mal. Si une solution pareille aussi pourrait s'effectuer en Ituri, en tout cas, ça va nous apaiser, ça va nous aider à retrouver notre paix. Mireille Tonen Irachan, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'a pas été facile. Non, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG MEMIG, qui plaide pour les femmes, qui est la voix des femmes et des jeunes filles. Grand merci à vous et on va continuer avec vous, les téléspectateurs. Cette fois-ci, pour prendre notre deuxième dossier, parler du développement de la République démocratique du Congo, mais avec quelle mentalité?